Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il existe des zones de notre esprit que nous effleurons à peine, des espaces où les émotions s'impriment dans le corps, où les pensées s'inscrivent parfois sans que l'on ne sache vraiment d'où elles viennent, et où certains objets semblent concentrer toutes nos peurs, nos croyances et notre imaginaire collectif. Ce soir, dans Un autre regard, je vous propose d'explorer ces territoires invisibles à la frontière entre psychologie, inconscient et paranormal. Nous commencerons par une pratique de plus en plus connue, parfois utilisée dans l'accompagnement émotionnel, l'EFT, Emotional Freedom Technique, une méthode qui repose sur le lien étroit entre le corps et l'esprit et qui invite à libérer des émotions enfouies à travers des gestes simples, presque déroutants. Peut-on réellement apaiser une peur, un traumatisme ou un blocage émotionnel en tapotant sur certains points du méridien du corps ? Que nous dit cette pratique sur la manière dont nos émotions s'inscrivent physiquement en nous ? Puis, nous glisserons vers une expérience bien plus troublante, l'écriture automatique. Une écriture qui surgit sans contrôle apparent, sans intention consciente et qui parfois semble dépasser celui ou celle qui tient le stylo. Est-ce que c'est une porte ouverte sur notre inconscient ? Est-ce une forme de créativité brute ? Pour certains, un canal de communication avec autre chose, comme nos défunts ou quelqu'un d'autre ? Entre approche psychologique, artistique et spirite, l'écriture automatique interroge notre rapport à la conscience et à l'origine de nos pensées. Nous continuerons cette émission par un objet devenu mythique, un symbole moderne de la hantise, la poupée Annabelle. Derrière la figure popularisée par le cinéma se cache une histoire bien plus ancienne, née de témoignages troublants et d'enquêtes menées dans les années 70. Alors, déplacements inexpliqués, des messages mystérieux, des sensations oppressantes. Annabelle est-elle simplement le produit d'une peur collective savamment entretenue ou l'exemple d'un objet auquel quelque chose se serait attaché ? Nous irons également, dans notre chronique TV Un œil dans le rétro, parler d'une série qu'on a pu voir sur Netflix. Installez-vous confortablement. Ouvrez l'esprit et surtout, gardez un autre regard. Et si nos émotions ne vivaient pas seulement dans notre tête, mais aussi dans notre corps ? Alors on parle souvent des émotions comme quelque chose d'abstrait, de mental, de presque immatériel. Pourtant, chacun de nous l'a déjà ressenti. Une boule au ventre, la gorge serrée, une poitrine oppressée, des épaules tendues. Les émotions ne vivent pas seulement dans notre tête, elles s'inscrivent aussi dans notre corps. C'est précisément sur ce lien entre émotion et corps que repose l'EFT, Emotional Freedom Technique, que l'on peut traduire par des techniques de libération émotionnelle. Alors c'est une pratique qu'on appelle psychocorporelle. Elle associe deux éléments, à première vue, qui peuvent sembler un peu surprenants. D'un côté, la verbalisation consciente d'une émotion et d'un souvenir difficile, et de l'autre, la stimulation sur certains points précis du corps par des légers tapotements. Alors une méthode qui est simple dans sa forme, mais qui soulève de nombreuses questions sur le fonctionnement de notre cerveau et de notre mémoire émotionnelle. Alors l'EFT, ça apparaît dans les années 90 sous l'impulsion de Gary Craig, qui est un ingénieur américain formé à la programmation neurolinguistique. Alors lui, il s'inspire des méthodes plus complexes, qu'on appelle le Thought Field Therapy, qui est développé par des psychologues comme Roger Callahan, qui faisaient eux déjà le lien entre ces émotions qui sont perturbatrices et des méridiens énergétiques issus de la médecine traditionnelle chinoise. Alors Gary Craig, lui, il va simplifier cette approche pour la rendre accessible au grand public. Alors son idée, c'est la suivante. Alors peu importe la nature du problème émotionnel, la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité et le stress, le corps réagit par une perturbation de son système émotionnel. Alors, en stimulant certains points précis, tout en restant concentré sur cette émotion, il serait possible de désamorcer la charge émotionnelle associée à ce souvenir, à cette peur ou à cette situation.
Alors l'objectif, c'est pas d'oublier, hein, ni de nier ce que l'on ressent, mais au contraire de l'accueillir pleinement, sans jugement, pour permettre à l'organisme de trouver un état plus apaisé. Alors comment ça se fait concrètement le l'EFT? Alors, dans une séance de l'EFT, on commence par l'identification précise de ce qui pose problème. Il peut s'agir d'une émotion actuelle, comme le stress avant une prise de parole par exemple, ou d'un souvenir plus ancien qui est encore chargé émotionnellement. Hein, c'est le principe des phobies. La personne est invitée à évaluer l'intensité de cette émotion sur une échelle de 0 à 10. Alors, cette étape elle est importante, ce qui permet de mesurer l'évolution du ressenti au fil de la séance. Alors vient ensuite ce qu'on appelle la phase d'acceptation. C'est-à-dire une phrase qui peut sembler déroutante, mais qui est centrale dans la pratique. Elle commence souvent par « même si je ressens cette émotion, je m'accepte profondément et complètement ». Alors cette formule ne vise pas à approuver la situation, ni de s'y résigner, mais à lever une forme de résistance intérieure, parce qu'en EFT, on part du principe que lutter contre une émotion ne fait souvent que la renforcer. Alors pendant que cette phrase est répétée, la personne tapote doucement certains points du corps, qui sont situés sur le visage, le haut du corps et les mains. Alors, on commence généralement par la tranche de la main sur le bord extérieur, là où on l'on frapperait dans un geste de karaté. Alors, c'est à cet endroit que l'on pose l'intention en formulant la phrase d'acceptation. Ce premier geste sert à se centrer, à reconnaître l'émotion telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Ensuite, les tapotements se déplacent vers le sommet du crâne. Il suffit de toucher le point le plus haut de sa tête, comme si finalement un fil invisible vous tirait doucement vers le haut. Alors, ce point marque le début du parcours principal de ce qu'on appelle la routine et permet de rester connecté à ce que l'on ressent. On descend doucement sur le visage, les tapotements se font à la base des sourcils, du côté intérieur, juste au-dessus du nez. De là, on passe sur le côté de l'œil, sur l'os, jamais sur l'œil lui-même, mais juste en dessous de cet œil. Toujours sur l'os, dans l'alignement de la pupille. Alors, ces zones sont souvent associées à des tensions émotionnelles et au stress accumulé. Les mouvements continuent ensuite sous le nez, au centre, puis dans le creux situé entre la lèvre inférieure et le menton. C'est pas la pointe du menton, mais le petit creux juste au-dessus, hein, là où la mâchoire se relâche naturellement quand on souffle. Et on termine généralement ce parcours par le niveau de la clavicule. Il suffit de poser 2 doigts juste sous l'os de la clavicule, à quelques centimètres du sternum, dans ce petit creux que l'on ressent facilement au toucher. C'est un point qui est d'ancrage, qui est décrit souvent comme un point stabilisant et apaisant. Alors, tout au long de cette routine, les tapotements restent légers, réguliers, sans jamais chercher à faire mal. On peut utiliser le bout de ses doigts, tapoter 5 à 10 fois à chaque endroit, tout en restant concentré sur l'émotion ou le souvenir évoqué. La respiration, elle reste naturelle, sans effort particulier. Car ce qui est important en EFT, ce n'est pas la précision des gestes, mais l'intention portée à ce que l'on ressent. Les tapotements servent surtout de support corporel à un travail intérieur. Ils accompagnent l'émotion plutôt que de chercher à la faire taire. Car si l'émotion devient trop intense, on s'arrête, on respire, on revient à quelque chose de plus neutre. L'EFT se pratique toujours dans le respect de ses propres limites et ne doit jamais se substituer à un avis médical et un accompagnement médical ou thérapeutique lorsque c'est nécessaire. L'idée, c'est en fait de rester connecté à notre ressenti tout en envoyant au corps un signal physique répétitif. Alors après un ou plusieurs cycles, l'intensité émotionnelle est à nouveau évaluée. Bien souvent, elle diminue progressivement. Parfois, d'autres souvenirs ou des émotions connexes émergent, ce qui permet de poursuivre le travail. Qu'est-ce que dit la science sur l'EFT? Alors, du point de vue scientifique, il y a plusieurs hypothèses qui tentent d'expliquer les effets observés par l'EFT. Alors, l'une des plus souvent évoquées concerne le rôle de l'amygdale. C'est une structure du cerveau qui est impliquée dans la gestion de la peur et du stress. Alors, lorsque nous repensons à un souvenir traumatisant ou anxiogène, cette fameuse amygdale peut s'activer comme si le danger était présent ici et maintenant. On est toujours dans cet état de stress. La stimulation corporelle associée à une intention focalisée et à la verbalisation pourrait contribuer à calmer cette réponse automatique du système nerveux. Autrement dit, le corps recevrait un signal contradictoire, le cerveau pense au problème, mais le corps, lui, une action qui est répétitive et non menaçante. Donc ce décalage pourrait permettre une reprogrammation progressive de la réponse émotionnelle. Alors, certaines études ont montré des effets positifs de l'EFT sur l'anxiété, le stress ou les phobies, notamment lorsqu'elle est utilisée avec d'autres approches thérapeutiques. Bien sûr, cette méthode reste quand même discutée, mais dans le milieu scientifique, et tous les chercheurs ne s'accordent pas sur ces mécanismes précis. Alors, comme toute pratique alternative ou complémentaire,
Cette pratique ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une technique efficace, simple et accessible pour mieux gérer les émotions du quotidien. D'autres pointent un effet possible placebo ou estiment que les résultats observés pourraient s'exprimer par la verbalisation et l'attention portée au problème indépendamment des tapotements. Alors pourquoi l'EFT séduit aujourd'hui? Si l'EFT connaît un tel engouement, c'est sans doute parce qu'elle répond à un besoin quand même très contemporain, celui de reprendre en main son état émotionnel. Dans une société où le stress est omniprésent, où tout va très vite, toujours très vite, beaucoup cherchent des outils simples, autonomes, non médicamenteux pour apaiser ce mental. Alors, l'EFT propose aussi une idée rassurante, celle que le corps n'est pas un ennemi à dompter, mais un allié capable de nous aider à traverser nos émotions. Et c'est peut-être là que réside son véritable intérêt, pas dans la promesse d'une solution miracle, mais dans cette invitation à s'écouter, à écouter ce que nos émotions racontent, et à leur laisser enfin la possibilité de se transformer. Alors je vais vous laisser quelques minutes pour y réfléchir avec un titre de Radiohead sur Radio G Angers, et on se retrouve juste après. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes bien à l'écoute sur Un autre regard sur Radio G Angers et vous suivez votre rendez-vous des mardis impairs 21h consacré au mystère, à l'invisible, aux zones grises de l'esprit et à l'inexpliqué. Alors si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission est diffusée sur 101.5 FM, en DAB+, et sur notre site www.radio-g.fr et bien sûr disponible en rediffusion et en podcast sur votre plateforme de podcast habituelle. Alors nous venons de parler de l'EFT, une pratique qui propose de libérer consciemment des émotions ancrées dans le corps à travers des gestes simples et une parole dirigée, une approche où l'on reste présent, lucide, acteur de ce que l'on ressent. Mais il existe d'autres expériences plus troublantes encore, où on ne recherche plus à contrôler, mais plutôt à laisser faire. Alors que se passe-t-il lorsque la main écrit plus vite que la pensée ? Lorsque les mots semblent surgir sans décision consciente, comme dictés par quelque chose qui nous échappe. Dans quelques instants, on va parler d'une pratique fascinante et parfois dérangeante, l'écriture automatique, entre exploration de l'inconscient, création brute et pour certains, possible porte ouverte vers l'invisible. Alors lorsqu'on parle d'écriture automatique, on a souvent tendance à réduire le phénomène à une image un peu caricaturale, une main qui s'agite tout seul en tous sens, des messages mystérieux alambiqués, une présence invisible qui dicterait les mots. En réalité, ce que l'on regroupe sous ce terme, ça recouvre plusieurs pratiques distinctes aux frontières floues, mais qui sont reliées en tout cas par un point commun fondamental, le relâchement du contrôle conscient. Alors avant d'aller plus loin, il est donc important de clarifier ce dont on parle réellement. Écriture automatique veut dire laisser la main agir. Au sens strict, ça désigne une production écrite qui est réalisée sans intention consciente, sans plan, sans réflexion préalable. Alors, la personne ne décide ni du contenu, ni parfois même du rythme de l'écriture. Elle peut avoir le sentiment que la main agit seule, comme déconnectée de la pensée volontaire. Si on regarde un peu du côté de l'histoire de l'écriture automatique, l'écriture ne naît pas d'une simple mode du 19e siècle, mais s'inscrit dans une longue tradition d'exploration des frontières de l'esprit et de la main. Alors, ses racines mêlent spiritualité, psychologie et créativité artistique. L'écriture automatique trouve ses premières traces significatives dans les mouvements spirites du milieu du 19e siècle, notamment en Europe et aux États-Unis. À cette époque, la société est fascinée par l'au-delà. Les salons spirites, les tables tournantes et les médiums se multiplient. Donc le médium, lui, n'est plus seulement une personne qui reçoit des messages, il devient le canal d'une entité invisible, un défunt, un esprit ou un guide. Donc en pratique, les messages sont souvent transmis par la main du médium qui écrit, parfois sans lever le stylo, sous ce que l'on qualifie de transe légère. Son objectif, c'est de communiquer avec des plans invisibles, d'obtenir des conseils ou des informations supposément venues d'ailleurs. Alors, aux États-Unis, il y a le spirit Leonora Piper qui deviendra célèbre pour sa capacité à transmettre des messages écrits et oraux des défunts, inspirant des générations de médiums et d'enquêteurs psychiques. En parallèle, certains médiums européens, donc on pense au français Allan Kardec et ses disciples,
consigneront des textes automatiques pour codifier la philosophie spirit et posant ainsi la base d'une écriture perçue comme divinement inspirée ou guidée, selon leurs termes. Vers la fin du XIXe siècle, les chercheurs commencent à s'intéresser au phénomène sous un angle, on va dire, plus psychologique. Pierre Janet, qui est un célèbre psychologue français, et d'autres explorateurs de l'inconscient, observent que certains médiums produisent des écrits qui sont spontanés, même sans prétendue intervention d'un esprit. Alors l'idée qui commence à émerger, c'est que le texte peut provenir de l'inconscient du médium lui-même et non d'une entité extérieure. Alors cette hypothèse ouvre la voie à l'étude de l'inconscient et au fonctionnement psychique qui prépare le terrain pour les mouvements artistiques du XXe siècle. Alors dans les années 1920 et 30, l'écriture automatique devient un outil artistique grâce aux surréalistes. En particulier, on pense à André Breton et à ses compagnons. L'écriture automatique permet de court-circuiter la raison et la censure consciente pour laisser émerger des idées brutes, des pensées, des désirs et des associations libres. Donc on retrouve ça dans des poèmes, dans des manifestes, des textes narratifs. L'objectif, c'est de révéler l'inconscient, de libérer la créativité et de dépasser la logique rationnelle. C'est à ce moment que l'écriture automatique quitte presque complètement le domaine spirituel pour rentrer dans l'art et la psychanalyse, tout en gardant ce mélange fascinant entre spontanéité et mystère. Donc au XXe siècle, la pratique médiumnique se multiplie, l'écriture automatique devient souvent associée à des messages prétendument spirituels et devient un vrai objet d'étude pour certains psychologues, psychiatres et parapsychologues. On organise même des études cliniques expérimentales, donc on observe des médiums, on enregistre des textes produits, on tente d'analyser les phénomènes sans recourir à l'hypothèse surnaturelle. En tout cas, ce qu'on découvre dans ces études cliniques, c'est que certaines formes d'écriture semblent liées à des états de dissociation légère, où le contrôle exécutif de l'esprit est partiellement inhibé, laissant ainsi émerger des idées ou des symboles qui sont non filtrés. Alors aujourd'hui, l'écriture automatique, elle ne se limite plus au médium ou à l'artiste, elle se décline en plusieurs pratiques. On a l'écriture intuitive, qui est une production consciente mais non dirigée, laissant émerger les idées, les émotions et des associations internes. On a l'écriture inspirée, c'est une sensation de recevoir le texte, souvent dans un cadre spirituel ou créatif. On a aussi ce qu'on appelle les dessins médiumniques ou médianimiques. C'est le même processus appliqué à des images où des formes ou des symboles apparaissent spontanément sur le papier. On a ainsi des artistes qui sont spécialisés pour nous faire des toiles entières. Alors, ces pratiques prolongent la tradition de l'écriture automatique tout en s'adaptant aux besoins contemporains. Introspection, créativité, exploration de l'inconscient ou véritable approche spirituelle. Alors, l'écriture intuitive est souvent confondue avec cette écriture automatique, mais s'en distingue quand même par un point essentiel. La conscience n'est pas totalement absente. La personne, en fait, reste présente, attentive, mais ne cherche pas à diriger le contenu. Donc, on pourrait dire que cette écriture intuitive se situe un peu dans un entre-deux. L'auteur est conscient d'écrire, mais il n'anticipe pas ce qui va apparaître sur la page. Les mots viennent comme une évidence, parfois plus vite que la réflexion. Il n'y a ici pas de transe, pas de rupture, mais une forme d'écoute intérieure. Alors, c'est une pratique qui est aujourd'hui très utilisée dans les contextes de développement personnel. Et puis psychologiquement, on va dire quand même que ça favorise des mises en mots de contenus internes qui sont parfois difficiles à formuler consciemment. L'écriture inspirée, elle va encore plus loin dans le ressenti subjectif, puisque ceux qui la pratiquent décrivent souvent l'impression de recevoir le texte plutôt que de le produire. Les mots semblent s'imposer, parfois avec une cohérence ou une profondeur qui surprend même celui qui écrit. Alors historiquement, l'écriture inspirée est présente dans de nombreuses traditions religieuses, mystiques et philosophiques. Des textes sacrés, des révélations, des œuvres majeures ont été attribuées à une forme d'inspiration divine, spirituelle ou transcendante. Et puis d'un point de vue psychologique, l'état d'inspiration correspond à une forte immersion cognitive, où la frontière entre le soi et l'œuvre s'estompe. Le cerveau fonctionnant alors en mode créatif avec une diminution de l'autocritique. Quelle est la méthode pour pratiquer l'écriture automatique et intuitive ? Alors la première chose à comprendre, c'est que l'écriture automatique, ce n'est pas une course, ce n'est pas une performance. Il ne s'agit pas de produire un texte parfait, mais de laisser émerger ce qui veut être exprimé, en dépassant la logique et le contrôle conscient. Alors pour y parvenir, il y a plusieurs étapes, simples mais essentielles, qui peuvent facilement être suivies. Tout commence par un environnement propice à la concentration et à la détente, donc un endroit calme évidemment, où on ne sera pas interrompu, permet au corps et à l'esprit de se mettre en état d'écoute. Alors certains préfèrent la pénombre
ou une lumière douce, ou même un fond sonore léger qui aiderait à s'ancrer. L'important en tout cas, c'est d'installer des conditions qui sont favorables à un relâchement mental, à un lâcher-prise qui prépare la main à agir librement. Une fois installé, on prend un stylo, un carnet ou une feuille blanche. La posture compte autant que l'état d'esprit. Il faut le dos droit mais détendu, les épaules relâchées et une respiration calme, normale. La main, bien sûr, tient le stylo avec légèreté, sans crispation, prête à suivre les mouvements qui pourraient émerger. Puis on écoute, on entre dans ce qu'on pourrait appeler le mode d'écoute intérieure. On se concentre sur sa respiration, par exemple, sur le moment présent. Oui, on peut commencer par des gestes simples, comme tracer des lignes, des formes ou des cercles, sans intention précise. Ces mouvements préparent la main à recevoir ce qui pourrait être. Progressivement, les lettres puis les mots commencent à apparaître. L'important, c'est de ne pas chercher à comprendre ou à contrôler ce que forme la page. Même si les phrases semblent incohérentes, répétitives ou étranges, il faut laisser la main continuer. L'écriture automatique fonctionne par flux spontané, avec des interruptions, des retours ou des passages abrupts d'un sujet à l'autre. Alors, tout au long du process, la patience et l'acceptation sont essentielles. Il est fréquent de douter, de juger de son texte ou du dessin et de se demander si on fait bien les choses. Mais la clé, en fait, c'est de rester dans le flux, sans critique. L'écriture automatique, c'est avant tout un outil de libération et d'exploration, et non de validation. Et puis enfin, après la séance, il est recommandé de relire calmement ce qui a été produit, en observateur plutôt qu'en juge. Les mots, les images peuvent révéler des émotions, des intuitions, des souvenirs ou des idées qui étaient présents mais cachés. Donc certains choisissent d'annoter leurs impressions, de noter les passages qui résonnent particulièrement ou de les laisser simplement dormir comme un miroir silencieux de notre inconscient. Toutes ces pratiques, écriture automatique, intuitive, inspirée, dessin médianimique, ont un point commun majeur. En tout cas, elles impliquent un état de conscience modifié léger. Il ne s'agit pas d'une perte de contrôle totale, mais d'un déplacement de l'attention. Le cerveau passe d'un mode totalement analytique, logique, volontaire, à un mode plus associatif, plus imagé, plus intuitif. Donc les neurosciences montrent que dans cet état, certaines zones liées au contrôle excessif s'activent moins et laissent plus place à la créativité. Le cerveau cherche du sens, redit des éléments, interprète. Alors, ce mécanisme peut donc produire des textes ou des images qui sont puissantes, mais aussi renforcer des croyances préexistantes. L'écriture automatique, bien sûr, ne sont pas sans danger. Leur puissance vient justement du fait qu'elle permet de laisser émerger des contenus hors du contrôle conscient. C'est cette ouverture qui peut parfois surprendre, voire déstabiliser. Donc il est important de rappeler que ces expériences peuvent mettre en lumière des émotions qui peuvent être fortes ou enfouies, des souvenirs refoulés, des peurs ou des tensions intérieures. Et chez certaines personnes, elles peuvent provoquer de la confusion, de l'anxiété ou un sentiment de perte de repères. Donc il n'est donc jamais recommandé de pratiquer ces méthodes dans un état de fragilité psychologique. Et une vigilance particulière est aussi nécessaire pour ceux qui s'intéressent à la dimension, on va dire, spirituelle médiumnique. L'écriture automatique a parfois été interprétée comme un canal vers des entités ou des forces invisibles. Et même si chacun est libre de croire ou non à cette interprétation, il est prudent de définir un cadre clair avant de se lancer, un temps limité, un endroit sécurisé et éventuellement une intention protectrice ou symbolique pour bien se sentir en sécurité. C'est un bon outil d'introspection, de créativité et d'exploration personnelle. La puissance tient à la liberté qu'elles offrent, mais cette liberté s'accompagne de responsabilités. Il faut savoir écouter ses limites, respecter ses émotions et s'arrêter si ce processus devient trop intense. Finalement, c'est de l'écriture automatique et ses variantes, ça invite un genre de voyage intérieur fascinant. Alors, toutes ces formes d'écriture, qu'elles soient automatiques, intuitives, inspirées, médiumniques, nous rappellent combien notre esprit, en tout cas, est vaste et mystérieux. Ces pratiques nous offrent un miroir qui est parfois déconcertant, parfois poétique, sous ce que nous portons en nous. Elles révèlent des pensées que la conscience rationnelle ne pourrait produire seule, des émotions enfouies, des images et des mots qui semblent surgir de nulle part, mais qui reflètent pourtant une part profonde de notre être. Alors ça nous évite effectivement à écouter plus qu'à contrôler, à accueillir plutôt qu'à juger et à explorer l'inconnu intérieur avec curiosité et prudence. Mais cette liberté a un prix, c'est celui de la vigilance, de l'attention à nos limites et de la conscience que certaines expériences peuvent nous bouleverser si nous n'y sommes pas préparés. Sommes-nous toujours les auteurs de nos mots ou parfois seulement les témoins d'une voix plus vaste, plus ancienne, plus mystérieuse ? C'est cette frontière fragile entre le connu et l'inconnu qui fait tout l'attrait et le vertige de cette écriture automatique.
Et tandis que nous refermons ce chapitre en laissant la main reprendre son repos et les papiers ses secrets, nous nous préparons à aborder un autre mystère, plus tangible mais tout aussi troublant, celui d'une poupée qui défie le rationnel et dont les histoires continuent de hanter l'imaginaire collectif. Alors que nous venons de plonger dans ces profondeurs de l'inconscient, il est fascinant de constater à quel point certains objets, eux aussi, semblent garder leur propre vie. C'est exactement ce qu'on va retrouver tout à l'heure avec l'histoire troublante d'une poupée qui a fait frissonner des centaines de témoins à travers le temps. Mais avant cela, je vous propose une pause musicale. C'était Echo and the Bunnymen. Restez avec nous sur Radio G Angers sur 101.5 FM en DAB+, et sur www.radio-g.fr pour découvrir comment un simple jouet peut devenir le centre d'un phénomène aussi troublant qu'inexpliqué. Dans quelques instants, nous allons explorer ses origines, les phénomènes de la poupée Annabelle qui lui sont attribués, les témoignages qui continuent de hanter ceux qui ont osé s'en approcher. Préparez-vous à un autre regard, un regard sur l'inexplicable et sur l'objet qui défie toute l'explication rationnelle. Lorsque l'on pense aux objets hantés, il y a un nom qui revient sans cesse, un nom qui est devenu symbole de mystère, de peur et d'inexplicable, Annabelle. Mais derrière l'image populaire véhiculée par les films d'horreur sur les époux Warren, il existe une histoire réelle, documentée, tout aussi troublante. Annabelle, c'est pas une simple poupée, selon les témoins, elle semble posséder une présence propre capable de mouvements inattendus, d'apparitions mystérieuses et de manifestations que la logique peine à expliquer. Alors, les expériences vécues par ceux qui l'ont approchée racontent des événements étranges, des objets déplacés, des messages inscrits sans intervention humaine et un sentiment oppressant de regard permanent. Alors, cette poupée, d'apparence inoffensive et presque banale, est devenue le catalyseur de phénomènes paranormaux, testant la frontière entre le rationnel et l'inexplicable. Elle illustre à quel point certains objets peuvent sembler accumuler ou refléter des énergies, des présences ou des intentions qui dépassent notre compréhension. Alors aujourd'hui, on va retracer son parcours depuis sa création jusqu'aux événements les plus célèbres qui lui sont attribués. On va voir comment cette poupée Annabelle, apparemment ordinaire, est devenue l'une des figures les plus emblématiques du paranormal contemporain. Et comme pour l'écriture automatique, elle nous rappelle que le monde qui nous entoure peut parfois être bien plus mystérieux que ce que l'on croit. Quand on parle de la poupée Annabelle, ce n'est pas seulement une histoire qui parle d'un objet étrange, c'est aussi une série de récits dramatiques et d'événements troublants qui ont contribué à un véritable mythe. Alors l'histoire commence dans les années 70, dans le nord-est des États-Unis. Une jeune étudiante infirmière, Donna, reçoit cette poupée comme cadeau. Alors à première vue, rien ne distingue Annabelle d'un jouet classique. Elle est petite, au visage doux et aux vêtements simples. Mais très vite, des événements étranges commencent à se produire. Alors avant ça, je vais vous rappeler que la poupée ne ressemble en rien à celle du film. Il s'agit plutôt d'une poupée de chiffon d'une série qu'on a appelée les Raggedy Anns, tout en chiffon. Donc la poupée, disent les témoins, changeait de position toute seule, apparaissant des pièces différentes de celles où elle avait été laissée, et semblait même observer les habitants de l'appartement, comme si elle possédait finalement sa propre conscience. Alors après que la poupée a été offerte à cette étudiante en soins infirmiers, elle commence à avoir des petits mots manuscrits laissés sans explication claire, demandant de l'aide. Alors selon certaines versions de l'histoire, il y a une séance avec un médium qui aurait révélé que la poupée était habitée par l'esprit d'une jeune fille décédée, une certaine Annabelle Higgins, et Donna et sa colocataire, son amie Angie, pensaient au départ qu'il s'agissait d'un esprit inoffensif et auraient continué du coup d'interagir avec l'objet, jusqu'à ce que les phénomènes soient de plus en plus inquiétants et que ça commence à affecter leur santé et leur tranquillité d'esprit. Alors un ami de Donna, qui s'appelait Lou, aurait été marqué physiquement avec des griffures qui apparaissent mystérieusement après avoir approché cette poupée. Alors les étudiantes rapportaient également des messages, comme on disait tout à l'heure, parfois menaçants, inscrits sur des bouts de papier ou directement sur les murs. Elles se sentaient donc surveillées, oppressées, et certaines nuits, la peur les empêchait même de dormir. Donc les incidents sont d'abord sporadiques, et ils s'intensifient rapidement. La situation même devient inquiétante et les jeunes filles commencent à chercher de l'aide à l'extérieur. Donc c'est à ce moment-là que rentrent en scène Ed et Lorraine Warren. Donc Ed Warren, c'est un enquêteur, il est spécialiste des affaires de démonologie et du paranormal.
Lorraine, sa femme, c'est une médium, une voyante. Elle est capable, selon ses dires, de percevoir les présences invisibles et d'évaluer leur nature. Alors ensemble, ils avaient déjà enquêté sur de nombreux phénomènes étranges, des maisons hantées, des possessions présumées, et leur réputation était alors internationale. Donc les Warren font le déplacement, ils rencontrent la poupée, et les Warren constatèrent immédiatement que quelque chose dépassait le simple jeu d'esprit ou la coïncidence. Selon le rapport des Warren, Annabelle semblait interagir avec les personnes autour d'elle, déplaçant des objets et provoquant des blessures mineures sur les individus qui tentaient de la manipuler. Et plus tard, c'est Ed Warren qui lui-même affirmait que quelqu'un qui avait moqué l'amour lors d'une visite à son musée paranormal aurait même subi les conséquences tragiques. On parle les fameux épisodes de l'accident de moto mortel. Donc les Warren concluent que la poupée n'était pas animée par un esprit bienveillant, mais servait de réceptacle à une genre d'énergie malveillante. Peut-être une entité qui cherchait à se manifester et à un peu influencer son environnement. Alors pour limiter les risques, Ed Warren et son épouse Lorraine décident de placer Annabelle dans leur musée de l'occulte. Donc c'est un espace qui est dédié à la conservation de tels objets. À partir de 1952, Ed et Lorraine ont fondé la NESPR. Leur travail les amène à rencontrer des tas d'objets associés à des cas de phénomènes étranges et troublants. Poupées, miroirs, idoles, objets rituels, des jouets, des photographies et plein d'autres artefacts qui sont supposés avoir été touchés par le paranormal. Alors plutôt que de les laisser du coup ces objets en circulation, où ils pourraient encore provoquer des peurs, des angoisses, mais aussi des soucis, ils les rassemblent dans le sous-sol de leur domicile à Monroe dans le Connecticut. Donc, ça devient un véritable musée de l'occulte. Alors ces objets pour eux ne sont pas de simples curiosités, mais des points focaux qu'ils considèrent comme des énergies qui sont négatives, voire maléfiques. Alors le musée, lui, n'a jamais été ouvert comme un véritable musée, il est installé dans le sous-sol de leur maison, et il était accessible sur rendez-vous ou lors d'événements spéciaux. Donc la poupée y est enfermée dans une vitrine de verre sous protection rituelle. Là, du coup, selon Lorraine Warren, la poupée ne devait jamais être manipulée sans supervision, et même ainsi, elle continuait quelque part à émouvoir, à inquiéter, à fasciner tous ceux qui s'en approchaient. Donc les témoignages autour d'Annabelle sont nombreux et variés. Certains parlaient de bruits inexplicables, de portes qui claquent, de meubles qui bougent. D'autres affirment avoir ressenti une présence oppressante ou être observés par la poupée elle-même. Alors pour les sceptiques, bien sûr, ces événements peuvent s'expliquer par des biais cognitifs, des hallucinations ou des mécanismes psychologiques d'anxiété ou de suggestion. Mais pour ceux qui ont vécu ces expériences de manière répétée, la poupée reste un objet chargé, un point focal de phénomènes qu'aucune explication rationnelle ne peut entièrement dissiper. Donc l'histoire d'Annabelle ne s'arrête pas là, elle a inspiré sur des films et une mythologie populaire transformant ce jouet banal en véritable icône du paranormal moderne. En juillet 2025, un des faits divers a relancé la spéculation et a renforcé l'image sinistre de la poupée dans l'imaginaire collectif. Dan Rivera, qui est un enquêteur paranormal et une figure de la NESPR, lui, il est décédé soudainement à Gettysburg en Pennsylvanie alors qu'il participait à une tournée d'exposition comportant la poupée Annabelle. Donc cette coïncidence alimente naturellement les théories et les interprétations paranormales. Certains ont voulu y voir un signe, voire une malédiction associée à l'objet, mais les autorités médicales ont été claires. Selon le coroner, donc le médecin légiste, Rivera est mort de cause naturelle liée à des problèmes cardiaques. Et fait important, la poupée n'était pas présente dans la chambre au moment de son décès. Alors cette clarification rappelle combien il est délicat de lier les tragédies humaines à un objet ou un phénomène sans preuve solide. Alors autour de sa légende d'Annabelle gravitent aussi de nombreuses rumeurs qui ont été non vérifiées, des histoires de prisonniers qui s'échappent lors de la visite de la poupée dans une autre ville, des systèmes d'urgence qui tombent en panne au même moment. Ces récits, bien sûr, sont infondés, amplifiés par les réseaux sociaux, par des croyances plutôt que par des faits documentés. Et par ailleurs, il faut souligner que la version des Warren, celle qui a inspiré les films, n'a pas de preuves indépendantes solides. Des chercheurs sceptiques remarquent l'absence d'archives originales. Les interviews directes des témoins d'origine, Donna, Angie et Lou, ou des sources corroborées extérieures aux cercles paranormaux ont carrément disparu. Des voix critiques vont même jusqu'à considérer l'ensemble du mythe un peu comme un genre de folklore qui est sans base factuelle certifiée. Et à l'inverse, ceux qui y croient soulignent que la continuité des témoignages, les sensations de malaise et les récits récurrents autour de cette poupée, même s'ils sont difficiles à vérifier, reflètent une expérience bien réelle. Qu'en dites-vous ? Pour vous, Annabelle, vrai objet maudit ou simple folklore ? Alors l'une des principales critiques de toute façon qu'on s'adresse aux Warren, ça concerne la qualité des preuves qu'ils présentent. Leur dossier reposait sur des témoignages personnels
des impressions, des photos floues et parfois ambiguës. Alors une autre critique récurrente, c'est que les Warren ont été souvent accusés d'exagérer ou d'amplifier certains détails dans leurs enquêtes pour les rendre plus spectaculaires. Alors certains sceptiques avancent que leurs récits ont été façonnés pour favoriser la médiatisation, les livres, les conférences et plus tard les adaptations cinématographiques, créant ainsi un cercle où la narration prime sur l'investigation objective. Leurs musées, les apparitions publiques, les conférences et les présences médiatiques ont parfois fait passer l'émotion avant l'enquête. Et certaines affaires qui sont associées aux Warren ont été particulièrement controversées. Certains objets peuvent-ils accumuler ou transmettre une énergie spécifique ? Peuvent-ils, comme l'écriture automatique, devenir des récepteurs ou des relais d'influence invisibles ? L'histoire d'Annabelle, en tout cas, ne se limite pas à une poupée que l'on enferme dans une vitrine, c'est un symbole vivant de l'intersection entre le paranormal, la psychologie et la culture populaire. Depuis les premières expériences de Donna et Angie jusqu'aux enquêtes médiatisées des Warren, cette poupée, en tout cas, est devenue une icône du surnaturel. Les récits des Warren, que l'on considère comme des témoignages authentiques ou qui soient considérés comme étant amplifiés par le mythe, montrent combien notre perception de l'inexplicable peut se transformer en légende. Et c'est là toute la richesse de l'histoire d'Annabelle. Elle nous pose à osciller entre croyance et scepticisme, entre fascination pour l'inexplicable et prudence face aux rumeurs, qu'elles concernent les objets, les phénomènes ou même les controverses autour des Warren eux-mêmes. En fin de compte, que l'on choisisse de croire à ces manifestations paranormales ou d'en chercher des explications rationnelles, Annabelle reste une énigme vivante. Elle nous rappelle que le surnaturel, qu'il soit réel ou imaginé, interroge autant nos peurs que notre perception du monde et qu'il mérite autant de respect que d'esprit critique. Alors après avoir exploré les mystères autour d'Annabelle, ses phénomènes troublants, les controverses qui entourent les Warren, notre voyage dans l'inexplicable nous rappelle combien l'ombre et le fantastique peuvent finalement habiter notre quotidien. Et puisque le paranormal ne se limite pas aux objets hantés et aux histoires de maisons inquiétantes, notre prochaine escale dans un autre regard sur Radio G Angers nous plonge cette fois dans l'univers fascinant des écrans. On va s'intéresser à une série qui a su mêler histoire, horreur, créatures surnaturelles, un véritable mélange de drame gothique et de fantastique, où se côtoient les ténèbres et le merveilleux. Pour garder les mystères, je vais vous laisser notre esprit vagabonder. Je ne vais pas vous révéler tout de suite le nom de cette série. Donc préparez-vous un coup d'œil dans le rétro, où vampires, démons, monstres et secrets du passé côtoient l'Angleterre victorienne et où chaque épisode nous invite à scruter ce que l'ombre peut révéler sur l'âme humaine. Et pour vous aider, je vous propose le générique. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Aujourd'hui, pour Coup d'œil dans le rétro, nous plongeons dans un univers où le gothique, l'horreur et le fantastique se rencontrent pour créer une atmosphère unique et troublante. Alors imaginez un Londres du 19e siècle, sombre, pluvieux, où la brume ne cache pas seulement des ruelles étroites, mais aussi les secrets les plus noirs de ses habitants. Dans cette ville, des créatures surnaturelles ne sont pas seulement des légendes. Elles semblent coexister avec les hommes, surgissant dans les ombres et testant sans cesse les limites entre le réel et l'imaginaire. Cette série, sans doute l'une des plus marquantes du paysage contemporain, réussit le tour de force de mêler drame psychologique et horreur classique en confrontant ses personnages à leurs peurs les plus intimes. Vampires, sorcières, démons et autres figures de la nuit ne sont jamais présents simplement pour effrayer, chacun d'eux incarne un aspect de l'âme humaine, de ses désirs, de ses faiblesses et de ses obsessions. L'intrigue, riche et complexe, tisse subtilement des liens entre les personnages, des personnages historiques réels, des figures mythiques et des créatures fantastiques, créant une toile où le suspense et la tension dramatique sont constants. Mais ce qui distingue cette série, c'est sa capacité à faire vibrer à la fois la raison et l'imaginaire. Alors, avez-vous deviné de quelle série il s'agit ? Eh bien oui, il s'agit de Penny Dreadful. Donc, les spectateurs sont invités à scruter chaque détail, à questionner chaque événement et à se demander jusqu'où la fiction peut refléter la peur réelle. Les références littéraires dans la série abondent, rappellent des auteurs classiques du fantastique, et chaque épisode devient une exploration des ténèbres, mais aussi de l'humanité. Regarder cette série, c'est accepter de se laisser emporter par un mélange subtil de frissons, de mélancolie et de fascination.
Alors, loin d'être une simple succession de scènes effrayantes, ça nous propose une immersion totale dans un monde où l'ombre et la lumière, le passé et le surnaturel s'entrelacent pour raconter des histoires à la fois universelles et profondément personnelles. Donc c'est ce voyage que j'ai choisi pour vous dans Coup d'œil dans le rétro. Donc ça se passe, comme on disait tout à l'heure, dans Londres, une ville où la brume des ruelles dissimule autant les secrets des hommes que les créatures de la nuit, où le surnaturel se mêle à l'histoire. Chaque pierre, chaque lampadaire semble chargé de mystère. Au centre de cette intrigue complexe se trouve un personnage profondément marqué par leurs expériences et leurs obsessions. On a Vanessa Ives, interprétée par la talentueuse Eva Green, qui est sans doute la figure la plus emblématique. Médium puissante et tourmentée, elle porte en elle des pouvoirs extraordinaires, mais aussi un fardeau immense. Possession, vision et lutte constante contre les forces démoniaques qui semblent toujours la traquer. Sa peur la plus profonde n'est pas seulement de perdre sa vie, mais de voir son âme corrompue ou utilisée par des entités qu'elle ne peut pas contrôler. Eva Green incarne cette dualité avec une intensité et une fragilité qui captivent dès les premières scènes. Alors, Sir Malcolm Murray, qui est joué par Timothy Dalton, explorateur, chasseur de vampires et obsédé par la disparition de sa fille Mina. Sa quête le pousse à affronter des forces qu'il peine à comprendre et sa peur de ne jamais retrouver sa fille se mêle à la crainte de franchir les limites morales. Alors, Timothy Dalton apporte à ce personnage une gravité, une classe et un sens de l'urgence qui renforcent finalement cette atmosphère gothique. Ethan Chandler, qui est interprété par Josh Hartnett, tireur d'élite américain au passé sombre et mystérieux, il cache un héritage lycanthrope qui le rend à la fois puissant et vulnérable. Sa peur constante de blesser ceux qu'il aime ou de perdre le contrôle sur la bête en lui illustre parfaitement le thème du monstre intérieur qui est quand même central dans cette série. Josh Hartnett joue avec une intensité contenue, rendant des moments de doute et de rage qui sont particulièrement saisissants. On a aussi le docteur Victor Frankenstein, qui est interprété par Harry Treadaway. Sa création apporte une autre dimension au récit. Donc Frankenstein représente la quête insaisissable finalement de connaissances et les dangers de jouer avec la vie et la mort. Sa création, qui est interprétée par Rory Kinnear, questionne ce que signifie finalement être humain. Ça confronte un peu la solitude, le rejet et la peur de ne jamais trouver sa place dans un monde qui craint et juge la différence. Enfin, on a Dorian Gray, qui est incarné par Reeve Carney, qui apporte un contraste fascinant. Il est immortel, séduisant et détaché des conséquences. Il vit dans l'excès et la tentation, mais il est consumé par sa vanité et sa peur de perdre sa jeunesse et sa beauté. Donc, à travers lui, la série explore la solitude éternelle et la fragilité qui accompagne même ceux qui semblent tout avoir. Donc, tous ces personnages, tous liés par des secrets, par leur quête et leur peur, évoluent dans un univers où les vampires, les démons, les sorcières ne sont pas simplement des monstres. Ce sont des reflets de nos propres angoisses, de nos désirs inavoués et de nos dilemmes moraux. Chaque rencontre avec le surnaturel questionne leur humanité, met en lumière leurs forces, mais leurs faiblesses, et nous invite, spectateurs, à nous interroger sur nos propres limites. Et puis au-delà de cette intrigue gothique, Penny Dreadful, c'est aussi une série qui est profondément ésotérique, où chaque objet, chaque lieu et chaque action recèle un symbole et une signification plus vaste. L'un des thèmes les plus évidents, c'est celui de la possession et de la lutte contre le mal intérieur, finalement incarné par Vanessa Ives. La possession, c'est pas simplement pour elle un danger physique, c'est une expérience initiatique qui oblige à affronter des forces obscures de l'âme. On a le mythe aussi, le monstre intérieur, du coup, avec Adam Chandler et Dorian Gray. Le loup-garou et l'immortalité ne sont pas seulement des éléments horrifiques, c'est des symboles de transformation et de tentation. Et les lieux eux-mêmes sont porteurs de symbolisme. Les manoirs sombres, les cimetières, les théâtres ou les ruelles londoniennes sont autant de lieux initiatiques où l'ombre et la lumière coexistent et où chaque espace semble chargé d'une énergie, un principe central de l'ésotérisme. Mais la brume omniprésente agit comme un genre de voile entre les mondes, rappelant que la réalité et le surnaturel ne sont jamais vraiment séparés. Donc ainsi, Penny Dreadful ne se contente pas de raconter des histoires de vampires, chaque élément est porteur d'un sens caché, chaque peur est un symbole, chaque personnage un archétype qui nous invite à réfléchir sur la nature humaine, le pouvoir, la tentation et la relation entre le visible et l'invisible. Et la série joue beaucoup sur la beauté de ses décors, sur la richesse de son langage et l'intensité des dialogues pour créer un monde finalement où la terreur et la fascination coexistent. Les costumes sont soignés, les rues sont baignées d'une lumière et d'une brume, les symboles occultes sont disséminés sur chaque plan et tout contribue à un genre d'univers qui est quand même très immersif et très gothique.
Alors regarder cette série, c'est accepter de voyager entre le réel et le surnaturel, accepter d'explorer ses peurs, les désirs et la fragilité humaine. Alors Vanessa Ives, Ethan Chandler, Sir Malcolm Murray, Dorian Gray ou même Frankenstein nous rappellent que les ténèbres que l'on combat ne sont pas seulement à l'extérieur, elles résident aussi en nous. Aujourd'hui sur Radio G Angers, nous avons voyagé à travers différents territoires, de l'invisible et de l'inexplicable. On a commencé par explorer l'EFT, cette technique pour aider à libérer les tensions émotionnelles. On a ensuite plongé dans l'écriture automatique et ses variantes. On a vu qu'il ne s'agissait pas seulement de recevoir des messages ou des visions, mais de s'ouvrir à sa propre créativité et à l'invisible tout en restant vigilant. Puis on a rencontré Annabelle, cette poupée devenue légendaire qui a traversé l'univers Warren entre enquêtes, controverses et musées occultes. Derrière cette histoire effrayante se dessine un fil commun, l'obsession de comprendre, de protéger et de témoigner de l'inexplicable. Et enfin, on a parlé tout à l'heure d'une série, Penny Dreadful, où le gothique, le fantastique et l'ésotérisme se rencontrent. Donc au terme de cette émission, le fil conducteur est en tout cas clair. Que ce soit par la pratique de l'EFT, l'écriture automatique, l'exploration d'objets hantés ou le visionnage de récits gothiques, il s'agit toujours de se confronter à l'invisible et de trouver sa propre place face au mystère. Et l'inexplicable qui effraie ou émerveille nous invite à développer notre sensibilité, notre intuition et notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors si vous avez vécu une expérience étrange, inexplicable ou paranormale, une apparition, un phénomène mystérieux, un lieu qui vous a laissé sans voix, racontez-nous notre expérience, vos sensations, vos rencontres avec l'étrange. Chaque témoignage sera pris en compte. Pour cela, envoyez-moi vos récits à podcast.1.autre.regard@gmail.com ou alors via le site internet de Radio G, www.radio-g.fr ou même par message privé sur Facebook. Le mardi 24 février 21h, on va plonger avec un autre regard dans l'invisible et le mystérieux, entre apparition mariale inexpliquée à l'île Bouchard, le mystère glaçant du col Dyatlov et les ombres inquiétantes du vampire anglais du cimetière de Highgate. On explorera les lieux où le surnaturel semble à portée de main. Alors peur, légende, énigmes et symboles, êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et à laisser le mystère vous parler ? N'oubliez pas donc de vous brancher sur un autre regard sur Radio G Angers, 101.5 FM ou en DAB+, et laissez-vous guider dans l'inexplicable. Alors que nous refermons cette émission, souvenez-vous, le paranormal, le surnaturel et l'invisible ne sont pas seulement des objets d'étude ou de divertissement, ils sont des miroirs de notre humanité, de notre force et de notre respect. Et c'est en explorant ces territoires avec curiosité, discernement et respect que nous continuons à élargir notre regard, à questionner nos certitudes et à laisser la magie du mystère agir. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.